Liège n'a jamais été une ville paisible. Fondée par la violence, l'assassinat de l'évêque Lambert vers 705, Liège a grandi dans la violence. Au Moyen-Âge, elle traverse une période terrible de guerre et de batailles qui mènent à sa destruction en 1468. Mais déjà, dès le début du XIVe siècle, la cité est ensanglantée par des conflits sociaux et des luttes internes. Liège contre Liège, à qui le pouvoir ? Prenez l'année 1312, par exemple. Dans la nuit du 3 au 4 août 1312, qui s'en souvient encore, dans la nuit du 3 au 4 août 1312, la chevalerie liégeoise et des patriciens de Huy lancent une attaque éclair au cœur de la cité, pour rétablir l'autorité compromise de leur caste, la caste des grands, comme on les appelle. Ils se ruent sur la place du marché, boutent le feu à la mangonille, c'est-à-dire la halle des bouchers, mais leur attaque pyromane, malgré un effet de surprise, n'a pas franc succès. Alerté par les flammes, le peuple accourt en armes. Et au secours du peuple arrivent des chanoines avec à leur tête Arnoul de Blankenheim. Arnoul de Blankenheim est un personnage très important parce qu'il cumule les fonctions de prévôt et de membourg. Or, le membourg est celui qui dirige le pays à défaut de prince-évêque régnant. Et c'est le cas en 1312. L'évêque précédent est mort depuis peu, il n'a pas encore été remplacé. Donc, Arnoul de Blankenheim, qui se lance dans la mêlée, est à la fois le chef des chanoines en tant que prévôt et le chef du pays en tant que membourg. Bon, ça n'impressionne pas tellement les assaillants, mais sur le terrain, les voilà mal pris. Entre peuple et chanoines, des chevaliers, des grands en péril. Ici, vous voyez Liège dans l'aspect que présentait la ville à la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire près de 500 ans plus tard. Mais son plan général a si peu changé qu'il est permis d'inscrire et de suivre sur cette maquette le déroulement de l'affaire de 1312, le Mal Saint-Martin. On peut imaginer que le temps était beau en cet été de 1312, dans la nuit du 3 au 4 août. On peut imaginer que la lune était pleine, que ses rayons inondaient d'une douce clarté. Je l'ignore. Mais ce qu'on sait incontestablement, c'est que la nuit fut chaude, très chaude. Donc, le premier incendie s'allume là, place du marché. Incendiée par la noblesse de Liège et ses alliés hutois, la halle des bouchers flambe. Le peuple accourt de toutes parts. Et des chanoines en armes font irruption de la cathédrale pour secourir les gens du peuple, les petits. Les grands se trouvent rapidement en infériorité numérique, mais ce sont des guerriers. En vrais professionnels, ils décident de se replier en bon ordre vers les hauteurs. Ils contournent la cathédrale. Les voilà qui remontent la Haute-Sauvenière. Quand ils se retournent et font face, le peuple s'arrête ou recule. De plus, ils choisissent bien leurs victimes. Près de l'église Sainte-Croix, le prévôt Membourg est tué. Ah! Maintenant, ils remontent vers Saint-Martin, mais leur situation empire. Car de Vothem et de Sainte-Marguerite, des troupes nouvelles, des houilleurs notamment, les menacent. Les grands alors comptent s'enfuir par la porte qui donne sur la route de Huy. Malheur pour eux, trahison sans doute. La porte est fermée, solidement. Il ne leur reste plus qu'à se précipiter dans la tour de la collégiale Saint-Martin. Robuste édifice, abri facile à défendre, refuge inexpugnable et d'ailleurs sacré. Les grands s'y engouffrent. Malheur pour eux. Le peuple, dans sa fureur, amasse des bottes de paille contre les murs. Le feu, toujours le feu. Ainsi disparaissent, en cendres et fumée, ceux qui avaient, quelques heures plus tôt, sur la place du marché, fait flamber la mangonille, la halle des bouchers. Quelques 200 nobles périssent dans cette ardente mésaventure. Et la nuit du Mal Saint-Martin éclaire aussi de façon flamboyante un bouleversement social et économique à l'époque. Le triomphe des petits sur les grands. Le Mal Saint-Martin, c'est un paroxysme, mais c'est aussi un dénouement. Il vide une ancienne querelle. Comme l'écrit un historien liégeois, il donne victoire à l'incoercible besoin de justice qui soulève les petits, qui les soulève depuis longtemps déjà et contre qui? Contre la partialité des échevins,
juge nommé par l'évêque et désigné exclusivement parmi les grands. Le mâle Saint-Martin a réglé le vieux compte, affirme Jean le Jeune, et précise-t-il, il l'a bien réglé. L'année suivante, en effet, la paix d'Angleur oblige les grands à s'inscrire dans un métier, dans une corporation, s'ils veulent garder une chance d'être élus au conseil de la cité. Or, les métiers et les corporations, c'est l'organisation qui donne force et cohésion au peuple, qui donne au peuple le moyen d'accéder à l'égalité politique qu'il revendique. Et dans ce sens-là, la paix d'Angleur marque une étape décisive, parce qu'elle reconnaît aux métiers une importance déterminante et qu'elle leur confère une légitimité électorale incontournable. Alors, ne s'agit-il pas d'un triomphe de la démocratie à l'époque? On pourrait le croire. Mais Jean-Louis Cupert, historien, professeur à l'Université de Liège, est un peu plus nuancé. Et on assiste à une véritable victoire démocratique. J'aimerais mieux, me semble-t-il, utiliser l'expression une véritable victoire des petits. Mais attention, il faut savoir qu'à partir de ce moment-là, les grands auront néanmoins la possibilité de se réintroduire dans le conseil de la cité par l'intermédiaire des corporations. On va donc voir les grands s'inscrire dans un métier pour participer activement à la vie politique de la cité. En ce qui concerne cette paix d'Angleur, qui n'est de toute façon, il ne faut pas le perdre de vue, qu'un état provisoire, on pourrait peut-être retenir les paroles de Jean d'Auxem, qui était pratiquement le témoin des faits, et qui dit qu'à partir de ce moment-là, les petits ont gouverné la cité pratiquement comme s'ils étaient seuls, mais il faut savoir que la situation va progressivement évoluer au profit finalement du patriciat. Lors du bal Saint-Martin, précisément, il est quand même bizarre de voir les chanoines, qui sont eux-mêmes des aristocrates, voler au secours des petits, du métier, des corporations. Pourquoi cette alliance paradoxale à première vue? Effectivement, l'attitude des chanoines de la cathédrale, qui sont issus pour la plupart d'entre eux, effectivement, ou de la noblesse ou du patriciat, peut paraître quelque peu paradoxale. Il faut savoir aussi, bien sûr, d'un point de vue général, que l'histoire est remplie de paradoxes, comme vous le savez aussi bien que moi. Ceci dit, le rôle des chanoines, à ce moment-là, s'explique de façon extrêmement simple. À l'origine de ces conflits, qu'y a-t-il? Il y a un impôt qu'on appelle la fermeté, qui est un impôt qui pèse sur les biens de consommation. Or, justement, cet impôt que les patriciens veulent lever. Pourquoi veulent-ils lever l'impôt? Parce qu'ils sont constamment à court d'argent. Pour eux, c'est la seule solution. Cet impôt que les patriciens veulent lever est dommageable aux intérêts d'une part des petits, qui sont écrasés, bien entendu, par cette taxe qui frappe les biens de consommation. Mais cet impôt également atteint les privilèges des chanoines de la cathédrale, qui sont très jaloux de leurs privilèges. Et c'est la raison pour laquelle, bien entendu, ils vont s'allier aux petits, d'une part pour lutter contre cet impôt qui leur est extrêmement défavorable, je parle bien sûr des chanoines, mais également pour créer une sorte de contrepoids politique face à la puissance des grands, face à la puissance des patriciens. Au fond, les chanoines de Saint-Lambert ont pratiqué ce qu'on appellera plus tard une réale politique. Je ne vois pas d'autre terme pour désigner ce genre d'attitude, qui est très fréquente, bien entendu, en histoire. On pourrait citer de nombreux exemples de ce genre d'attitude un peu surprenante, qui paraît contre nature, une alliance contre nature. Aussi curieux que cela puisse paraître, il apparaît finalement que ce sont les chanoines de la cathédrale Saint-Lambert, c'est le chapitre de la cathédrale qui a contribué au développement de la démocratie liégeoise, dans la mesure où on entend par démocratie liégeoise le partage du pouvoir entre les grands, qui exerçaient jusqu'à présent le monopole du pouvoir, et les petits, qui vont s'emparer d'une partie du pouvoir, grâce précisément à ce chapitre cathédral. La démocratie liégeoise, donc, c'est un partage du pouvoir entre les grands et les petits, un partage du pouvoir favorisé par le chapitre cathédral, c'est-à-dire par les chanoines. En fait, cette alliance entre le peuple et les chanoines remonte avant le mâle Saint-Martin. Cette alliance a permis, dès 1303, d'entamer le pouvoir, le monopole absolu des grands. Il a permis aux petits, regroupés dans les métiers, les corporations, il a permis aux petits d'entrer au conseil de la cité, le conseil des jurés, comme on disait à l'époque, on dirait aujourd'hui le conseil communal. Ils y ont obtenu 12 places de conseillers sur 24 et ils ont obtenu une place de bourgmestre sur 2, car à l'époque, il y a 2 bourgmestres pour diriger la cité. Alors voilà que les petits, grâce à leur corporation, à leur métier, se constituent en collèges électoraux et en même temps, ils organisent des compagnies militaires.
Cette situation-là, naturellement, paraît tout à fait inacceptable, révolutionnaire aux yeux des grands. Les grands refusent de partager le pouvoir. Et c'est pourquoi ils se lancent dans la nuit du 3 au 4 août 1312 dans une furieuse contre-attaque. C'est pourquoi ils se lancent dans cette folie du mal Saint-Martin. Malheur pour eux. Ils y perdent tout, ou presque. La paix d'Angleur les écarte du conseil communal, à moins qu'ils ne s'inscrivent dans un métier, ce qu'ils vont faire progressivement, ainsi que l'a dit Jean-Louis Cuper. Alors certes, pendant un certain temps, la cité est exclusivement gouvernée par le canal des métiers, des corporations. Le peuple, alors, gouverne comme s'il était seul. Mais ça ne va pas durer. Les grands reviennent, ils regagnent du terrain. Ils regagnent tout d'abord un statut d'équilibre qu'ils avaient autrefois si ardemment combattu, mais peut-être regagnent-ils davantage. Car les grands ont la richesse de leur côté. Et avec la richesse, l'influence et le prestige qu'elle apporte. Propriétaires fonciers, grands marchands dans le commerce du drap, du vin et de l'argent, car ils pratiquent aussi le change. Et le trafic bancaire, ce sont eux qui dominent la vie économique de la cité. Et du même coup, pourquoi pas, sa réalité politique, peut-être. C'est en tout cas ce que pense Jean-Louis Cuper. J'ai l'impression que malgré l'existence d'institutions à caractère démocratique, et notamment le rôle important que les métiers jouent dans l'organisation politique de la cité, j'ai l'impression que les grands finalement sont restés les maîtres. Et lorsqu'on établit la liste, par exemple, des acteurs principaux de la vie politique de Liège au XIVe ou XVe siècle, on s'aperçoit que la plupart d'entre eux sont précisément des gens d'origine noble. Donc finalement, les nobles, les grands, les patriciens se sont adaptés aux transformations des structures politiques de la principauté et de la cité de Liège. Ils se sont adaptés et ils ont gardé le pouvoir en s'insérant dans ces structures politiques. Et c'est la raison pour laquelle, pour tenter de définir, dans une expression peut-être un peu excessive, ce qu'était le régime politique liégeois au XIVe et XVe siècle, j'ai parlé de démocratie corporative, si j'ose dire, contrôlée par le patriciat. Cette expression vaut ce qu'elle vaut, elle est peut-être un peu excessive, mais je crois que dans l'ensemble, elle correspond bel et bien à la réalité. Eh oui, monsieur Cuper, voilà une vérité vieille comme le monde. C'est toujours les grands qui exploitent les petits, qui les manipulent, qui essayent de les séduire. N'empêche, il apparaît que nulle part au Moyen-Âge, que ce soit en Allemagne, en Flandre, en France, dans le Brabant, nulle part n'existe une ville qui connaisse un régime aussi libéral que la cité de Liège, paraît-il. Bon. Il faut noter aussi qu'au paroxysme des luttes sociales, dans les événements qui entourent le mal Saint-Martin 1312, un acteur brille par son absence. C'est le prince-évêque lui-même. Mais cette absence ne va pas durer. Le 29 décembre 1313, Adolphe de Lamarque fait sa joyeuse entrée à Liège. Et ne vous fiez pas à l'apparence paisible qu'il affecte ici sur son cachet officiel, qu'on appelle un sceau. Cet homme est turbulent. C'est un seigneur, un guerrier. C'est un redoutable guerrier, c'est un prince, un vrai, celui-là qui est peut-être davantage prince qu'évêque. Je crois qu'en ce qui le concerne, on peut le dire, on peut l'affirmer sans trop de crainte. Et puis que se passe-t-il? Donc il fait sa joyeuse entrée, il traverse la place du marché à cheval et il arrive donc devant les degrés de Saint-Lambert, donc c'est ces degrés qui montent vers la cathédrale. Et à ce moment-là, son cheval se cabre. Et l'évêque, d'un bond, saute de son cheval et se reçoit sur les deux jambes, bien entendu, sans vaciller le moins du monde. Seul, bien entendu, un cavalier de qualité exceptionnelle peut réaliser un pareil exploit, ce que fait l'évêque de Liège, qui impressionne immédiatement ses sujets. Alors cette histoire est un peu anecdotique, mais enfin elle est là pour nous rappeler qu'à partir de 1313 en tout cas, à la tête du pays de Liège, du pays de l'évêché de Liège, se trouve un personnage qui est un prince
Feix, qui est un guerrier et qui, au cours de sa carrière, bien entendu, va se montrer extrêmement jaloux de son autorité. Donc cette joyeuse entrée, malgré tout, a quelque chose d'assez symbolique. Maintenant, les choses ont changé. Donc le Mall Saint-Martin, c'est terminé. La paix d'Angleur a mis fin momentanément aux hostilités. Et maintenant, il s'agit de gouverner. Et l'évêque de Liège entend bien gouverner. Et gouverner, c'est combattre. Pour affirmer sa propre hauteur, pour maintenir l'ordre aussi, car précisément, une guerre civile, une vendetta décime depuis longtemps la noblesse liégeoise qui se partage en deux clans, les Awans et les Waroux. Et à peine a-t-il maté les Waroux qu'Adolphe de Lamarck doit affronter la cité de Liège et la ville de Huy, qui se sont ralliés au clan des Awans. Et de ce conflit, curieusement, surgit un texte et un document étonnant que les Liégeois par la suite vont considérer comme un pacte fondamental, comme une constitution. C'est la paix de Feix. Vous avez sous les yeux le manuscrit de cette fameuse paix de Feix, signé le 18 juin 1316. Impossible d'énoncer toutes les dispositions du texte. Ne retenons que la plus marquante. Le prince, tout en conservant sa hauteur, n'est pas au-dessus de la loi, mais soumis à la loi. Il ne peut la modifier sans l'accord du sens de pays, ce qui veut dire le bon sens, la sagesse du pays. Or, le sens de pays s'incarne dans une institution qui comprend l'évêque lui-même, le chapitre de la cathédrale, les chevaliers, mais aussi les villes. En d'autres termes, le prince est flanqué de l'ordre ecclésiastique, de la noblesse et de la bourgeoisie urbaine. Sans le consentement de ces trois ordres, religieux, nobiliaires et bourgeois, le prince ne peut ni modifier loi et coutumes, ni lever un impôt, ni déclarer la guerre, ni céder une fraction de territoire. Et même, un peu plus tard, il sera établi que les officiers du prince pourront être poursuivis devant un tribunal spécial, le tribunal des 22, en cas d'abus ou de corruption. Cette paix de Feix, qui limite, qui abaisse quand même l'autorité du prince, tout en maintenant le principe de sa hauteur, comment croire qu'Adolphe de Lamarck, cet évêque belliqueux, jaloux, ait pu l'accepter de bon cœur? Non. C'est sans doute qu'il ne parvient pas à l'emporter dans le conflit, dans la rivalité qui l'oppose à la bourgeoisie des villes. Il y a en fait une rivalité entre l'évêque, d'une part, qui entend garder ce qu'on appelle l'intégrité de son haut domaine, de sa souveraineté, en réalité, de sa hauteur, en quelque sorte, et d'autre part, les villes, et notamment la ville de Liège, qui voudrait secouer la tutelle épiscopale, la bourgeoisie de Liège qui voudrait devenir le vrai maître de la cité de Liège, et disons, indirectement, le véritable maître du pays. Il faut se mettre un instant dans l'esprit de ces bourgeois de Liège qui viennent d'écraser effectivement le patriciat. Ça leur a un peu tourné la tête. Ils ont l'impression qu'ils ont un rôle politique à jouer, un rôle extrêmement important à jouer. D'où tension, conflit entre l'évêque d'une part et la cité de Liège d'autre part, qui éclate donc en 1315. Suit alors une période de guerre, de guérilla, de pillage, terrible et particulièrement pénible, et d'autant plus pénible qu'au même moment, le pays de Liège est ravagé par une épidémie, et d'autre part par une famine. En effet, toute l'Europe occidentale est atteinte par des famines catastrophiques au cours de ces années 1315-1316. C'est la peste. Comment ? Pas encore. Il s'agit, je ne sais pas de quelle maladie il peut s'agir. La peste interviendra quelques années plus tard, en 1348, et elle n'a pas atteint le pays de Liège avec autant de vigueur et qu'on l'a cru pendant très longtemps. Non, il ne s'agit pas de la peste, il s'agit d'une épidémie importante dont je ne connais pas la nature exacte, mais à cette épidémie donc s'ajoute une famine. Bref, au bout d'un certain temps, au bout d'un certain nombre de mois, les deux adversaires sont épuisés, et c'est en raison de cet épuisement des deux adversaires qu'ils en arrivent finalement à trouver un compromis. C'est bien là, la paix de Feix, c'est un compromis conclu entre deux adversaires qui sont économiquement et militairement épuisés. Que voulez-vous? La politique est l'art du possible, l'art du compromis, et notre ami Adolphe de Lamarck en a donné la démonstration. La paix de Feix est un compromis.
Et ces dispositions constitutionnelles vont durer plus longtemps, pratiquement jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, vont durer beaucoup plus longtemps que la paix proprement dite, car il ne s'agit que d'une trêve. En 1325, le conflit reprend entre le prince et la cité, une guerre acharnée. Et Adolphe de la Marck, qui a dû quitter Liège, n'y rentrera que 7 ans plus tard en vainqueur. La même résistance, d'ailleurs, attend son neveu et successeur Anglebert de la Marck. Le nouveau prince-évêque doit commencer son règne par un combat contre ses sujets. Son armée s'enfuit devant les milices liégeoises, à Vothem, en 1346. Mais il reconquiert sa capitale en 1347, après la victoire de Taurine. Enfin, le feu couve toujours sous la cendre. Il se rallumera violemment au début du siècle suivant, sous le règne de Jean de Bavière. On croirait vraiment que le conflit prince-cité a quelque chose de structurel, de permanent. On observe en effet que partout en Europe, au XIVe et au XVe siècle, les princes essayent de reprendre leur ville en main. Il faut savoir que les villes représentent un potentiel économique, représentent un potentiel humain considérable. Les villes sont également les clés des territoires, c'est-à-dire des réduits emmuraillés, bien entendu, qui permettent de contrôler les territoires. Donc on observe que partout, et notamment dans la principauté de Liège, le prince essaye de remettre ses villes au pas et d'apparaître vraiment comme le gardien de l'ordre public. Ce qui explique cette confrontation entre le prince-évêque de Liège d'une part et la bourgeoisie urbaine de l'autre, comme entre la plupart des princes d'Europe et leurs sujets donc partout ailleurs. Et on observe également qu'en général, c'est le prince qui emporte la partie. C'est le prince, à Liège comme partout ailleurs d'ailleurs, qui est le vainqueur finalement de cette compétition. Donc vous voyez que les choses ont pu évoluer. Tantôt le chapitre en présence d'un prince, disons, d'un prince discret, tient le premier rôle, mais tantôt, c'est le cas par exemple pour le règne d'Adolphe de la Marck ou de Jean de Bavière, c'est le prince qui dirige les opérations. Vous savez, en histoire, les institutions jouent un rôle important, mais je crois finalement que les hommes sont beaucoup plus importants que les institutions, bien sûr. Et les institutions, à Liège, on pourrait dire qu'elles se touchent physiquement. Jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, les lieux de pouvoir tiennent dans un mouchoir de poche, ou peu s'en faut. Le palais des princes-évêques longe la cathédrale. Et derrière la cathédrale se trouve la maison communale, la Violette, sur la place du marché. Le palais est la demeure officielle du prince-évêque. Le prince n'a pas d'héritier puisqu'en principe, il est prêtre. Donc, pas de succession héréditaire, pas de continuité dynastique. C'est à la cathédrale, en principe, qu'on choisit le successeur. Il appartient aux chanoines de désigner l'élu, l'heureux élu, qui doit être confirmé par le pape. Le plus souvent, c'est le pape qui nomme directement. À la maison communale, 2 bourgmestres, un pour les grands, un pour les petits, en principe, c'est là que s'exprime la démocratie liégeoise. Car c'est là que siègent les représentants des métiers. 32 métiers à la fin du XIVe siècle. Et au rang des métiers les plus considérables, il faut citer les forgerons, les drapiers, les brasseurs, les orfèvres, sans négliger pour autant les houilleurs, les boulangers, les tanneurs, etc., etc. Qu'est-ce qu'un métier ? C'est à la fois une association professionnelle, une compagnie militaire et un collège électoral en principe. Au départ, les compagnons, les apprentis, votent à l'égal des patrons et des maîtres du métier. Mais ce droit va se réduire, sinon disparaître. Au fil du siècle, en effet, les métiers ont tendance à se fermer. Il faut payer pour accéder à la profession, payer beaucoup plus pour accéder au droit de vote. Les charges de patron, de maître de métier, deviennent inaccessibles aux compagnons et aux apprentis pauvres. Tandis que cette charge de maître, de patron, se transmet facilement pour un rien de père en fils. Et
Tandis que les métiers vont en se refermant, ils restent largement ouverts, comme le disait Jean-Louis Cupert tout à l'heure, aux nobles et aux patriciens qui en profitent. C'est la raison pour laquelle, pour tenter de définir, dans une expression peut-être un peu excessive, ce qu'était le régime politique liégeois au XIVe et XVe siècle, j'ai parlé de démocratie corporative, si j'ose dire, contrôlée par le patriciat. Cette expression vaut ce qu'elle vaut, elle est peut-être un peu excessive, mais je crois que dans l'ensemble, elle correspond bel et bien à la réalité. Voilà pour les institutions dont il ne faut pas surestimer le caractère démocratique. Quant aux hommes, des hommes, eh bien, il y en a à peu près 20 000 à l'intérieur de la cité de Liège, en comptant les femmes, bien sûr. Peu d'entre eux ont laissé un témoignage sur leur époque, leur vie, leurs sentiments. Le peuple illettré ne sait pas écrire son histoire. Et les historiens contemporains, parce qu'ils sont aussi des hommes, ont souvent une vision du passé un peu différente. Quand je lis Jean le Jeune, par exemple, dans son Histoire de la Principauté, je me trouve plongé dans une sorte d'épopée populaire et patriotique, animée d'un très vif sentiment national et d'une aspiration constante à la liberté. Parlant de la menace bourguignonne au XVe siècle, il titre notamment « La patrie en danger », « La lutte nationale ». Et pour lui, les opposants au duc de Bourgogne et aux évêques de leur bord qu'ils ont installés à Liège, ces opposants-là, ce sont des résistants, des héros. Mais quand je lis Jean-Louis Cupert, la chose est assez différente. Je le cite. « Ce sont les grands qui ont organisé la lutte contre le duc de Bourgogne, c'est-à-dire contre un État aux visées impérialistes qui menaçait gravement l'indépendance de la principauté et de la cité, à savoir la leur. Ce ne sont ni les petits ni les métiers, éternelles et indispensables masses de manœuvre. Ce sont bien les grands, les nobles et les marchands chevaliers qui portent la plus lourde responsabilité dans la catastrophe de 1468. Alors, Monsieur Cupert, expliquez-moi, les notions de patrie, de sentiment national, ce ne sont que des inventions d'historiens? Je n'irai pas jusque-là. Ce qu'il faut de toute façon savoir, c'est que l'État-nation, tel qu'on l'imagine à l'époque contemporaine, n'existe pas encore au Moyen-Âge. Cela ne veut pas dire, bien entendu, qu'il n'y ait pas de sentiment patriotique, de sentiment national, mais disons que c'est un sentiment patriotique, un sentiment national en gestation, en formation. Dans un ouvrage important, Jean le Jeune parle de Liège et son pays au XIIIe, XIVe siècle. Il parle de naissance d'une patrie. Je crois qu'il faut, à mes yeux en tout cas, à mon sens, je crois qu'il faut souligner le mot naissance. En fait, qu'est-ce que c'est que la principauté de Liège au XIIIe, XIVe et XVe siècle? J'ai l'impression que c'est un vaste ensemble dont les parties ne font pas encore tout à fait un tout, si j'ose dire. On a l'impression d'une vaste construction dont le ciment est encore frais, construction qui est chapeautée par un évêque qui passe une partie de son temps, le plus clair de son temps, à combattre ces sujets, que ce soit au XIIIe, XIVe ou XVe siècle. Alors il existe bien entendu dans cette construction des forces centrifuges, parfois très importantes, des éléments de dissociation. Bien sûr qu'il y a des ligues urbaines. On aperçoit que par exemple, très souvent, une ville comme Huy joue cavalier seul en fonction de ses intérêts, et on pourrait multiplier ce genre d'exemples. Cela signifie-t-il qu'il n'y a pas de sentiment national ? Je ne crois pas, mais c'est un sentiment national naissant. Et c'est un sentiment national qui apparaît surtout lorsque l'ennemi extérieur est particulièrement dangereux. On voit par exemple poindre une sorte de sentiment national au début du XIIIe siècle, lorsque le duc de Brabant menace gravement la cité de Liège. Une menace d'ailleurs qui conduira finalement à la victoire du prince-évêque de Liège à Steppe en 1213. On aperçoit également une forme de sentiment national lorsque l'héritier du duc de Brabant, c'est-à-dire
dire le duc de Bourgogne, menace à son tour la cité de Liège dans le courant du XVe siècle. Mais je crois qu'il n'est pas encore possible de parler d'un véritable pays, d'une véritable patrie, d'un véritable sentiment national, tel qu'on le verra peut-être apparaître plus tard. Vous voyez, ce sont des problèmes extrêmement complexes. Ce que je vous donne ici, bien entendu, c'est une vision des choses qui ne repose pas sur une analyse systématique des faits, des documents. Il y aurait un travail à écrire sur la naissance du sentiment national liégeois, de même qu'on pourrait encore de nos jours écrire un travail sur la naissance du sentiment national wallon. Est-ce que le sentiment national de la Wallonie est-il fort? Est-il une illusion? Est-il une réalité? Est-il l'un et l'autre, suivant les circonstances? Ce sont des problèmes extrêmement complexes qui se posent également pour la nation ou le pays de Liège au XIIIe, XIVe ou XVe siècle. Vous l'avez entendu, Jean-Louis Cupert reporte à plus tard l'existence d'un véritable sentiment national liégeois. À plus tard veut dire après le sac de Liège par Charles le Téméraire en 1468, après les batailles et les désastres du XVe siècle, où les milices liégeoises sont définitivement écrasées par l'armée la plus redoutable qui sévissait alors en Europe. Ces milices liégeoises, quand même liées aux petits puis aux métiers, ne faudrait-il pas leur rendre hommage? Elles n'ont pas toujours été vaincues, non? Non, absolument. En fait, l'apparition de ces milices bourgeoises, donc de ces bourgeoises en armes, remonte, semble-t-il, au milieu du XIe siècle. C'est aux alentours de 1040, 1050 qu'on les voit apparaître pour la première fois. Et puis à partir de ce moment-là, elles vont jouer un rôle de plus en plus important, décisif et aussi victorieux d'ailleurs. C'est ainsi par exemple qu'elles vont jouer un rôle important dans la victoire du pont de Visé en 1106. Plus tard, elles vont jouer un rôle également très important dans la reprise du château de Bouillon en 1141, dans la victoire que l'évêque de Liège remporte contre le comte de Namur à Andenne en 1151, et bien sûr lors de la victoire de Steppe de 1213 qu'on évoquait tout à l'heure. À ce moment-là, effectivement, elle joue un rôle important, elle contribue à la victoire des troupes épiscopales, et à partir de ce moment, à partir donc du XIe, XIIe siècle, elles deviennent un élément essentiel de la structure militaire de la principauté. Cette victoire de Steppe, vous venez de l'évoquer à 2 reprises, c'est donc qu'il faut lui attribuer une valeur particulière. Je crois que oui, parce qu'à ce moment-là, j'ai étudié la question tout récemment, il semblerait bien qu'à ce moment-là, un projet de dépeçage, de découpage de la principauté épiscopale de Liège ait été mis sur pied. Je n'entre pas dans les détails, ça me paraîtrait un peu trop compliqué dans le cadre d'une émission comme celle-ci, mais ce qu'il faut savoir, c'est que en cas de défaite des Liégeois, à Steppe en 1213, la principauté épiscopale de Liège aurait probablement été partagée, aurait été divisée, notamment entre l'empereur Othon IV de Brunswick et le duc de Brabant, qui était toujours prêt, bien entendu, à s'emparer d'une portion de la principauté de Liège et qui n'avait qu'un seul objectif, c'est atteindre la Meuse. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la principauté lui apparaissait comme une sorte d'ennemi héréditaire. Donc, à ce moment-là, le danger était extrêmement grand et s'explique peut-être la vigueur et le sursaut des Liégeois, et notamment aussi de la bourgeoisie de Liège en 1213. Et alors il est remarquable d'ailleurs que cette victoire de Steppe ait été célébrée pendant toute la période médiévale et pendant toute la période moderne. Visiblement, ce début du XIIIe siècle, les Liégeois ont réellement eu peur. Ils ont cru à la disparition de la principauté. L'enjeu, semble-t-il, était très important. On a souvent rapproché la bataille de Steppe, 1213, de la bataille de Bouvines, 1214. Steppe est en Hesbaye, près de Montenaken. Bouvines se situe entre Lille et Tournai. La victoire de Steppe sauve Liège de sa destruction. La bataille de Bouvines contre les mêmes adversaires, plus l'Angleterre, sauve le royaume de France. Et un chroniqueur rapporte que le roi de France, Philippe Auguste, exhortant ses troupes avant le combat, se serait écrié « Invoquons, pour plus de sûreté, Saint-Lambert de Liège. On l'a vu l'an d'avant, merveilleusement délivré des barbares son diocèse. » Peut-on dire que Liège et la France se trouvent dans le même camp? Dans l'ensemble, on peut dire que l'évêque de Liège, effectivement, soutient le roi de France, soutient le Capétien, soutient Philippe Auguste. Oui. Un dernier mot. Quels sont les rapports entre Liège et les autres bonnes villes de la principauté?
Est-il vrai que Liège se considère comme la capitale? Incontestablement. En effet, on observe que la cité de Liège, à partir du XIVe siècle, entend dominer le pays, entend dominer la vie politique du pays. Il y a un texte de 1370 qui, sur ce point, est très intéressant, dans lequel la ville de Liège déclare qu'elle est le membre le plus considérable, le plus important du pays, et qu'il serait bon que toutes les forces du pays, toutes les villes du pays prennent bon pied et exemple sur elle. Donc l'impérialisme de la cité de Liège est absolument incontestable. Et c'est si vrai d'ailleurs que l'évêque de Liège, lui aussi, l'a bien compris, lui qui entend dominer la ville de Liège et par son intermédiaire, bien sûr, dominer le pays tout entier. Je crois qu'il est rigoureusement vrai de dire que la ville de Liège est véritablement la clé du pays de l'évêché de Liège. On s'en aperçoit encore mieux dans le courant du XVe siècle, lorsqu'on analyse d'assez près les conflits entre Liège et Bourgogne, on s'aperçoit qu'il s'agit surtout d'un conflit entre le duc de Bourgogne d'une part et la cité de Liège de l'autre. C'est là que les principaux meneurs se trouvent. Quelles sont à l'époque les autres bonnes villes? Celles qui apparaissent le plus souvent dans les textes, qui jouent un rôle, semble-t-il, considérable dans les différentes coalitions, ce sont les bonnes villes de Tongres, de Saint-Tron, de Huy et de Dinan. Dinan, Huy, Tongres, Saint-Tron. Mais la principauté s'étend bien plus haut, avec Hasselt, et au-delà, Beringen, Maaseik. Comportant toute une partie flamande, la principauté est donc un pays bilingue. À noter qu'à quelques kilomètres de Visé, la noble cité de Maastricht connaît un sort particulier. La ville de Maastricht, en effet, est partagée entre la double souveraineté de l'évêque de Liège et du duc de Brabant. Mais la principauté, côté wallon, s'étend bien au-delà de Dinan. Elle englobe Fos, Châtelet, Thuin et même Couvin. Et maintenant, regardons notre principauté de Liège en entier. Son espace forme un dessin plutôt bizarre, avec son allongement vertical, avec ses enclaves et ses excroissances. Son corps donne l'impression d'un grand puzzle, constate l'historien liégeois Jacques Stiénon. C'est pourtant autour de ce corps bizarre que se constitue progressivement une puissance formidable, l'État bourguignon. Considérons au stade ultime de son développement géographique l'étau qui va broyer la principauté de Liège. De la Bourgogne proprement dite, l'État en formation remonte la Franche-Comté, la Haute-Alsace et la Lorraine, le Luxembourg et les pays d'Outremeuse. Par le sud et par l'est, il frappe aux frontières de la principauté. À l'ouest, il s'étend au Brabant, à la Flandre, à l'Artois et à la Picardie, au Hainaut et au comté de Namur. Par l'ouest, il frappe aux frontières de la principauté. Au nord, il s'étend au Limbourg et à la Zélande, à la Hollande, à la Frise occidentale et à la Guerre. Par le nord, il frappe aux frontières de la principauté. Ainsi, sauf d'étroits passages vers la France, car Rethel aussi est bourguignon, la principauté est étranglée par l'étau. Liège est noyé dans Bourgogne. Or, l'État bourguignon, finalement, aura l'ambition de se constituer en royaume souverain entre Allemagne et France. Quoi de plus naturel dès lors qu'il veuille absorber cette principauté qui le gêne parce qu'elle est dans son chemin. Liège tentera de résister désespérément et le XVe siècle qui s'annonce sera un siècle de guerre et de désastre jusqu'à la destruction de la cité.